Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'affaire qui avait embrasé les quartiers sensibles dans plusieurs villes de France au début de l'été 2023. Le policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël dans les Hauts-de-Seine sera-t-il jugé devant la cour d'assises pour meurtre? C'est ce que réclame en tout cas le parquet de Nanterre dans son réquisitoire définitif signé lundi, considérant que l'agent avait bel et bien l'intention de tuer le jeune homme. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service police-justice d'Europe 1, vous avez pu lire les 36 pages du dossier du ministère public, document qui soulève de nombreuses questions, William. Oui, principalement sur la qualification de meurtre. Est-ce que le policier voulait tuer Naël quand il a tiré? Pour le parquet, la réponse est oui. L'intention homicide est caractérisée. Son argument, le policier n'a pas hésité à faire usage de son arme dont il ne pouvait pas ignorer le caractère potentiellement létal. Une prise de risque inconsidérée, estime le parquet, sauf que cette intention de tuer a été largement balayée par l'enquête, et ce à plusieurs reprises par différents experts balistiques et en accidentologie. Il a été formellement établi que le policier visait au niveau du bas du corps, mais que son tir a été dévié par le redémarrage volontaire de la voiture conduite par Naël. Alors sur ce point, William, le parquet indique que pour arrêter la voiture de Naël, le policier aurait pu tirer dans les pneus ou sur le capot. Oui, c'est la raison pour laquelle les policiers sont écœurés ce matin, parce que cette technique avancée par le parquet est tout simplement proscrite en école de police. On ne tire pas dans les pneus pour arrêter une voiture. D'abord parce que cela ne sert à rien, le véhicule peut continuer sa course avec un pneu crevé, et surtout parce qu'il y a des risques de ricochet, voire de victimes collatérales. Bref, pour la police, cet argument, c'est l'illustration même que les magistrats du parquet ne se sont pas mis à la place de leurs collègues au moment du tir. Merci William Molinier. Alors des policiers écœurés, vous le disiez William, le syndicat Alliance Police Nationale dénonce une réquisition quasi politique pour, dit-il, acheter la paix sociale. Et il appelle à la mi-journée à des rassemblements devant les commissariats pour soutenir le policier mis en cause et dénoncer, je cite, une décision qui en dit long sur la place accordée aux forces de l'ordre dans notre pays. Écoutez Loïc Travers, le délégué général du syndicat Alliance, ce matin sur Europe 1. Nous, on ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de procès. Bien évidemment qu'on doit avoir tous les tenants, tous les aboutissants, mais pas avec la condition et la considération que c'est un criminel qui a délibérément tué, tout simplement parce qu'il est policier. Et vous savez comme moi qu'il y a d'autres qualifications pénales qui auraient pu être visées, par exemple, plutôt que celle de meurtre. Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par exemple. Donc là, c'est la qualification à proprement parler de meurtre qui nous révolte et qui nous insurge. Je vais peut-être même choquer en disant qu'on est dans un procès qui est quasi politique, avec une émotion qui a largement primé sur les décisions judiciaires. Je dis que tous les commentaires qui ont été associés aux différentes décisions qui ont été prises par le parquet, notamment de la part de certains groupes politiques qui ont mis de l'huile sur le feu, ont été dans le sens d'une idéologie où en fait on veut acheter une forme de paix sociale qui nous dérange beaucoup. Loïc Travers, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Dans l'actualité de ce mercredi, 10 tonnes de cocaïne saisies dans le port de Dunkerque, c'est un record pour les autorités. Marchandise d'une valeur de plus de 300 millions d'euros retrouvés dans un conteneur qui serait passé par la Guadeloupe. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre alors que l'Assemblée nationale, la commission des lois décortique en ce moment les 500 amendements déposés par la gauche sur la proposition de loi qui vise à mieux lutter contre le narcotrafic. Proposition adoptée à l'unanimité au Sénat le mois dernier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Aux États-Unis, Donald Trump acclamé cette nuit par son camp, les Républicains, au Congrès des États-Unis. Plus d'un mois après son investiture, le locataire de la Maison-Blanche s'est exprimé pour la première fois devant les parlementaires. Un discours aux airs de meeting de campagne, vous l'entendez, au cours duquel le président a égrené les priorités de son mandat. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez suivi ce discours de Donald Trump cette nuit pour Europe 1, discours historique puisque c'est le plus long jamais prononcé devant le Congrès par un président des États-Unis. Et il a fallu attendre longtemps sa position sur le dossier ukrainien. Oui, elle était très attendue ici en France, plus généralement en Europe, et elle n'est arrivée qu'en fin de discours. Après plus d'une heure et demie, Donald Trump dit avoir reçu une lettre du président Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Concernant l'accord sur les minerais, l'Ukraine est prête à le signer à tout moment.
Pas de grandes annonces, donc pas un mot non plus sur la défense européenne après la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Sur l'international, Donald Trump a également réaffirmé sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama et redit que le Groenland rejoindra les États-Unis d'une manière ou d'une autre. Ce sont ses mots. Mais c'est surtout la politique intérieure qui a occupé la place centrale de son discours devant le Congrès. L'économie d'abord, avec ses promesses de faire revenir le budget américain à l'équilibre et d'importantes baisses d'impôts dans les mois à venir. La généralisation aussi des droits de douane réciproques. Les droits de douane vont rendre les États-Unis de nouveau riches et grands. Cela va se produire et même plutôt rapidement. Il y aura quelques perturbations, mais nous sommes d'accord avec ça. Ce ne sera pas grand-chose. C'est la première fois que Donald Trump admet aussi directement les effets potentiellement néfastes que pourraient avoir les taxes douanières sur l'inflation, notamment sujet sur lequel il est aussi longuement revenu. Un discours dans lequel il a repris les grands thèmes de sa campagne, celui de l'immigration bien sûr et les premiers effets de sa politique d'expulsion. Il a également mené une nouvelle charge anti-woke, démantelant au nom du bon sens les programmes de diversité et d'inclusion. Merci Wilfried de Villers. Alors pas un mot en revanche cette nuit pour Donald Trump dans ce discours pour l'Europe, sa place dans les négociations ou encore sa sécurité. Et on attend ce soir la réaction d'Emmanuel Macron dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis. Je m'adresserai à vous ce soir à 20h, a publié le chef de l'État sur X il y a une demi-heure. Emmanuel Macron qui participera demain à un sommet extraordinaire à Bruxelles sur la défense européenne. L'occasion pour les 27 de discuter du plan de la Commission européenne pour réarmer l'UE. Plan en 5 volets qui prévoit un investissement de 800 milliards d'euros. Alors pour le financer, il faudra augmenter les dépenses publiques de l'équivalent d'1,5 point de PIB pendant 4 ans, quitte à s'affranchir, Barthélémy Philippe, des règles budgétaires du pacte de stabilité européen. Oui, normalement, les 27 sont tenus de maintenir leur déficit public sous les 3% du PIB sous peine d'écoper d'une procédure de déficit excessif, les obligeant à négocier un plan de redressement budgétaire avec Bruxelles. C'est la situation de la France. Mais des circonstances exceptionnelles peuvent desserrer ces contraintes, comme l'explique Éric Dor, professeur d'économie à l'IESEG. Il y a des clauses qui permettent d'échapper temporairement à ces contraintes, déjà activées lors de la crise sanitaire. En pratique, si l'Allemagne dépense plusieurs centaines de milliards d'euros pour s'armer, son déficit restera malgré tout sous les 3% au sens de la Commission et elle ne risquerait aucune procédure. Quant aux pays déjà hors des clous, comme la France, ils auraient aussi le droit de dépenser massivement. Par exemple, on ne va pas tenir compte de dépenses militaires au-dessus du chemin pour retourner vers 3%. Dans le cas de la France, qui dépense déjà 60 milliards d'euros par an pour sa défense, Emmanuel Macron a annoncé l'objectif de passer à 3 ou 3,5% du PIB, soit 100 milliards d'euros environ. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis à Rome, les catholiques retiennent leur souffle. Le pape François est toujours hospitalisé pour une pneumonie des 2 poumons. 22 jours qu'il n'est pas revenu place Saint-Pierre. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous vous trouvez, Caroline, près de l'hôpital Gemelli où le souverain pontife a passé la nuit sous masque à oxygène. Oui, et c'est une première depuis son arrivée dans la chambre papale médicalisée de l'hôpital. Cette technique plus invasive que l'apport d'oxygène par le nez permet une ventilation mécanique assistée la nuit. Quand le corps est plus passif, le pape se repose ainsi davantage, expliquent les médecins à la presse italienne, même si cette pression d'air qui affaiblit les muscles respiratoires n'est pas une solution à long terme, selon eux. Un peu plus loin, au Vatican, le temps semble suspendu. Les ecclésiastiques, comme Père Justin, rencontrés sur les pavés place Saint-Pierre, racontent un flottement interminable. Nous prions tous pour la santé du pape. Les seules informations qui nous parviennent sont celles des communiqués du Saint-Siège. Et on se demande tout le temps, quelles sont les nouvelles ? Quelles sont les nouvelles ? C'est un homme qui apporte beaucoup d'amour et de miséricorde au peuple. Alors forcément, le monde entier prie, observe, attend. Le pape n'est pas hors de danger, mais reste alerte selon son entourage. Le bilan de sa nuit devrait tomber dans quelques minutes. Ce qui est certain, Fanny, c'est qu'il ne participera pas à la célébration du mercredi des cendres qui marque aujourd'hui le début du carême dans la religion catholique. Merci beaucoup Caroline Baudry en direct de Rome pour Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal sur Europe 1 dans un instant.